Bon, donc vous nous avez présenté, donc ce n'est pas nécessaire de, même si je vais demander à Richard. En fait, j'ai demandé donc à Richard de venir. Richard, comme vous l'avez dit dans son rôle, il a la chance de voir de nombreuses banques dans le monde et d'échanger, de venir. En fait, on a la chance à Paris d'avoir un centre à la fois d'expertise et de démonstration de nos solutions. Et donc, Richard côtoie bon nombre de banques, alors plutôt européennes, hein, elles viennent à Paris, mais bon, il peut arriver, on a des centres, c'est vrai, en Asie et aux États-Unis. Donc, il a la chance de côtoyer bon nombre de banques européennes, et c'était, je pense, assez intéressant d'avoir cet éclairage sur la directive de service des paiements 2. Et plus généralement de l'open banking. Alors Richard, je vais te laisser en quelques mots donner ton parcours et nous dire au quotidien ce que tu fais avec les clients bancaires qui sont de passage à Paris. Merci Juliette. Bonjour à tous. Donc, je suis donc Richard Cadapo, je suis responsable d'un centre bancaire international qui est basé entre Nice et Paris. Et donc, comme le disait Juliette, j'ai plus de 15 ans d'expérience à travailler avec les banques dans le monde, en Europe en particulier, sur les projets de transformation qui incluent en particulier donc les sujets de paiement, mais tout ce qui est lié aux réglementations, aux directives européennes. Alors, on ne va pas parler des solutions IBM ni du mainframe. Hein. J'ai vu que ça faisait encore débat nombreuses années plus tard. Non, on va juste vous donner un éclairage, effectivement. Comment, ça a été dit, on voit la directive de service de paiement 2 non pas comme une contrainte réglementaire, mais plutôt pour une opportunité pour les banques de transformer leur business model, de se réinventer. Donc c'est notamment l'occasion de créer de nouveaux services. Alors, voilà. Donc cette image est un peu provocatrice, pardon, parce que souvent on se terre dans des réflexions et on élabore des stratégies, on élabore des produits, et c'est vrai qu'on doit passer d'un monde de produits à un monde vraiment centré vers le client. Donc le client est à la fois d'humeur changeante, parfois aussi très volatile. On a en tout cas développé, et on tente de développer, vous le vivez maintenant au quotidien au travers de la transformation digitale, des possibilités en fait de revisiter ses parcours clients et ses offerings clients. Mais encore une fois, c'est quand même le nerf de la guerre de centrer tous ces services et ces produits sur non pas d'une part bien sûr ce que veut le client, mais surtout l'usage qu'il en fera. Alors Richard, quels sont aujourd'hui les moyens dont dispose une banque pour répondre à cette problématique autour de l'expérience client, et quels sont, on va dire, les projets qui ont pu être mis en œuvre et qui ont montré des approches très intéressantes de ce type? Oui, déjà, comme tu l'as dit, les banques aujourd'hui sont face au challenge de passer d'une stratégie orientée produit vers une stratégie orientée client, que ce soit les clients particuliers, entreprises en particulier. Donc tout d'abord, il est vraiment primordial de travailler et de partir des cas d'usage pour tout projet de transformation. Ça signifie que ça peut utiliser des techniques comme le design thinking, qui est vraiment centré sur l'expérience client, je dirais, et puis aussi à l'intérieur de la banque, les différents acteurs que sont en particulier les conseillers de clientèle. Ces approches de type design thinking intègrent le futur client représentatif du cas d'usage, mais également des compétences pluridisciplinaires. On a évoqué précédemment beaucoup les compétences techniques, métiers, légales. On avait parlé aussi de comptabilité, et l'aspect réglementaire est clé à ce stade-là également pour non seulement analyser l'impact, mais également fournir des préconisations sur la réglementation. C'est ce qui va permettre de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et de passer, on le verra après, d'un mode défensif, je respecte la réglementation, vers un mode offensif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et on l'a vu déjà sur toute cette journée, c'est que les banques doivent s'appuyer et développer de plus en plus leur partenariat. Mais si on considère que la banque souhaite garder la relation avec son client, ça signifie qu'elle doit étendre la connaissance de son client, mais au-delà des moments où elle a une interaction avec ses produits financiers. Donc aller vers des événements de la vie qui ne sont pas forcément liés
directement avec des produits et services financiers. Donc si on prend par exemple quelques cas d'usage très rapidement sur l'organisation d'un voyage, l'organisation d'études de son enfant à l'étranger, pour une famille ou par exemple pour une entreprise sur des projets d'amélioration de l'empreinte carbone ou de l'efficience énergétique par exemple, on voit très clairement que la banque seule n'a et n'aura jamais accès à toutes les informations, toutes les données pour être capable de remplir ce type de cas d'usage. Enfin, et on l'a déjà traité avec certaines technologies ce matin et on le verra encore un peu plus tard, les nouvelles technologies, et en particulier donc celles sur le cognitif, vont permettre d'améliorer la connaissance du client. Ça va être à la fois sur les données structurées, mais également non structurées, de la banque et de ses partenaires pour mieux comprendre, pour mieux analyser, pour mieux répondre aux aspirations de ses clients et d'être capable d'y répondre, j'allais dire, à toute heure du jour ou de la nuit. Alors j'ai compris donc dans ce que tu viens de dire dans ces sessions notamment de réflexion autour du parcours client ou de nos lancements de nouveaux produits, d'intégrer donc des compétences pluridisciplinaires comme des directeurs des risques ou des directeurs marketing bien sûr, hein, mais aussi quand on met en œuvre par exemple des parcours clients autour de la transaction, aussi la notion de paiement est-elle primordiale pour bien connaître effectivement les informations dont on parlait tout à l'heure qui font partie du patrimoine et qu'on peut exploiter. Maintenant, tu parlais d'un mode offensif pour les banques. Est-ce que tu peux élargir ou du moins rentrer un peu plus dans le détail de ce que tu entends par un mode offensif plutôt que défensif ? Déjà, être offensif, et on le voit à travers cette journée, c'est tirer parti de la réglementation comme une opportunité business. On a évoqué DSP2, on a évoqué également GDPR, la cybersécurité avec des réglementations diverses et variées comme NIS. Ce sont des sources d'opportunités et non seulement de contraintes réglementaires. Être offensif aussi, donc, pour les banques, c'est de pouvoir vraiment tirer au maximum profit des richesses qu'elle a aujourd'hui et qui sont encore, pour certaines d'entre elles, sous-utilisées. Donc, on sait que les banques ont deux avantages énormes. Elles ont un patrimoine de clients, un patrimoine de fait de données qui ne sont pas uniquement liées en particulier sur les domaines des paiements. Et elles ont également, en France et dans le monde, un capital de confiance de leurs clients, entreprises, particuliers, qui est reconnu du fait qu'elles soient secure, qu'elles respectent la conformité, qu'elles respectent la confidentialité et l'ensemble des réglementations. Donc ce sont vraiment des forces sur lesquelles elle peut vraiment s'appuyer. Et le troisième point, être offensif, c'est d'être capable d'agir vite. On l'a vu, c'est plus des projets à 5 ans, comme le disait Frédéric avant, il faut être capable d'agir vite pour faire évoluer le business model des banques, pour s'aligner d'une part avec ces aspirations de leurs clients, encore une fois c'est B2B, B2C, B2G, et de l'autre côté avec une organisation agile, flexible, qui est sous une gouvernance unique, intégrée avec ses partenaires. Ce n'est plus seul, c'est la banque avec son réseau de partenaires qui doit s'organiser pour répondre à ses aspirations et gagner une nouvelle part de marché. Alors concrètement, comment les banques accélèrent le mouvement ? Enfin, on a bien compris, soit il faut être le premier à lancer ses produits et donc avoir cette agilité, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, effectivement, que d'être le premier à avoir l'idée attendue ou inattendue, justement, pour offrir le meilleur service ? Est-ce qu'il y a d'autres suggestions que nous pouvons faire aux banques pour concrètement basculer dans ce mode offensif ? Ce qu'on voit de toute manière, c'est deux axes principaux, et ce n'est pas au niveau européen, mais même au niveau international, parce que ce sont ces sujets de réglementation, on l'a vu avec les représentants de la CPR, ce n'est pas uniquement discuté au niveau Europe, mais même justement les responsables de l'Union européenne ont eu des discussions sur ces initiatives de création de croissance à partir à travers du digital, avec d'autres organisations, en particulier en Amérique latine. Donc ces sujets-là existent partout dans le monde, et ce qu'on voit, c'est vraiment deux approches qu'ont les banques avec, encore une fois, leur réseau. La première est vraiment orientée sur la croissance. Comment capter la croissance, comment créer des opportunités de création de valeur. Ça s'appuie vraiment sur la définition, encore une fois, de ces cas d'usage, sur ces segments qu'on n'adressera pas ici dans le détail, B2C, donc les particuliers, B2B, qui est quand même le segment en plus forte croissance et la plus forte potentiel de marge, et aussi B2G, c'est avec l'ensemble des gouvernements, les organismes de régulation.
Donc les banques observent aujourd'hui ces nouveaux entrants qui seront en fait leurs partenaires de demain et qui vont leur permettre donc, voilà, de créer plus d'opportunités de business, soit en améliorant le patrimoine de clients, soit en créant plus de volume de transactions, par exemple dans les paiements, grâce à la numérisation, digitalisation. Et on sait qu'en France, on évoquait tout à l'heure l'Espagne, les best-of-breed aujourd'hui en Europe, c'est les Nordiques, hein, d'accord, en termes de modèle opérationnel et d'efficience. Et donc, il y a un potentiel encore de créer des nouveaux volumes de transactions à ce niveau-là ou de créer des nouveaux services à valeur ajoutée avec des modèles qui peuvent être importés. On évoquait l'Asie ou les États-Unis. Ce qui est important de voir ici, c'est que quand une banque va travailler avec des partenaires, potentiellement, ça veut dire que ces partenaires pourraient initier la relation client, cet usage client. Ce ne sera pas forcément la banque. Donc, quand vous avez un partenaire qui initie la relation client, ça veut dire qu'à terme, potentiellement, ce partenaire pourrait orchestrer tout ou partie de la relation et la banque serait sur qu'une partie de cette relation client. Donc là, ça crée vraiment ce besoin de réorganiser, de s'adapter en voyant non pas la banque comme l'acteur, le seul grand acteur dans cet environnement, dans cet écosystème open banking ou autour d'elle-même, mais un des acteurs qui doit jouer un rôle dans un écosystème multi-partenaires qui peuvent être des startups, on l'a vu, pas que des fintech, des startups, d'autres acteurs financiers ou des acteurs industriels. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, peut-être plus en Asie, un petit peu plus en avant sur certains aspects et surtout en fait d'organisation d'écosystèmes, sur la création de croissance à travers la nouvelle création d'opportunités. Et ce qu'on voit aussi, et peut-être on peut passer au slide suivant, c'est cette évolution vers les marketplaces. C'est-à-dire que les banques travaillent toutes, sans exception, sur l'optimisation des coûts opérationnels en essayant de créer des usines ou des marketplaces de produits et services financiers qui devraient être partagés ou mutualisés avec d'autres acteurs. Donc c'est un peu ces briques élémentaires. Je ne parlerai pas d'API du tout parce que ce n'est pas le bon terme et ça couvre qu'une partie, mais cette espèce de Lego, de briques élémentaires qui vont pouvoir être utilisées par d'autres et après ce sont ces acteurs qui vont amener cette valeur ajoutée en particulier avec la relation client. Mais on voit en particulier donc une grande banque aux Pays-Bas qui est une banque internationale, est en train de réfléchir à abandonner tout ou partie de la relation client. Donc vraiment, ce point clé sur le rôle et l'interface client qu'on a évoqué en premier est très important. Parce que même certaines banques se disent, pourquoi ne pas abandonner tout ou partie de cette relation client? Parce qu'en termes de modèle économique, la marge opérationnelle est bien plus supérieure quand on devient un acteur qui fournit des produits numériques ou digitaux, en abandonnant une partie des coûts qui sont liés à la distribution, comme on dit en France, en particulier les coûts physiques liés au canal agence. Donc on a ces deux volets, croissance, et en particulier à travers le numérique, tout en optimisant l'ensemble des processus, l'ensemble des plateformes, et essayant de créer ces usines qui vont optimiser l'ensemble, que ce soit la partie réglementaire, la partie back-office, la partie produits et services. Alors, je te propose d'être encore plus concret pour notre auditoire et notamment de parler, par exemple, de services. Quand tu parlais du B2C, on pourrait imaginer une banque qui soit acteur de services de conciergerie, par exemple, dans une voiture connectée, ou on pourrait, dans le B2B, imaginer, tu disais, finalement proposer des services même à une néobanque, pourquoi pas, ou de cash management à diverses entreprises ou PME, PMI pour leur faciliter la gestion de cash. Donc typiquement, voilà, ce sont des nouveaux, finalement, des nouvelles façons d'approcher le marché. Mais il y en a une autre, je pense, qui est assez intéressante quand on a préparé, en fait, que tu as évoqué, Richard, et qui a lieu en Angleterre, où c'est vrai qu'il y a un peu, alors on sait, la France a beaucoup de fintech, et on a d'ailleurs des pôles de compétitivité qui nous aident dans la labellisation de ces fintech, et c'est très intéressant. Mais l'Angleterre est allée un pas plus loin en structurant, je pense, un peu cette démarche, et ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est pas l'État qui est allé, ce sont des banques entre elles et qui ont fédéré un écosystème alors on va pas dire fintech parce que c'est plus large, il y a les insurtech, il y a les regtech, donc de start-up pour faciliter finalement cette open innovation et cet open banking. Oui, c'est-à-dire que on a parlé aujourd'hui d'open banking.
Mais là, on peut aller encore plus loin. C'est de se dire comment non seulement on a des approches pour être capable de collaborer, peut-être de se protéger, d'éviter les nouveaux entrants pour une banque par rapport aux startups, mais là peut-être se donner une ambition au niveau national, tous ensemble, pour établir les règles, les fondations qui vont permettre de générer plus de croissance grâce au numérique. Je rappelle juste rapidement qu'ici, la partie du GDP français, la partie numérique du GDP français, c'est 4,5%. C'est rien. Les Irlandais, c'est 12,5% pour plein de raisons qu'on connaît. Les US, c'est 6,5%. Donc on a une croissance ici qu'on peut générer si on arrive à s'organiser pour mieux communiquer, pour mieux collaborer, pour mieux commercer. Ça veut dire, si je prends l'exemple des startups, c'est l'exemple en Angleterre où les startups, c'est un premier axe, se dire comment s'assurer. D'un côté, les startups vont pouvoir rapidement interagir avec les acteurs, en particulier les banques, en donnant les standards, les règles, en mettant en place ce qu'ils appellent des sandbox. Mais en même temps, ça permet de garantir que ces nouveaux entrants, en particulier les startups, vont pouvoir respecter les standards et les règles qui sont donc émis par une autorité, j'allais dire, supérieure. Donc c'est pas un sujet bancaire, c'est pas un sujet start-up, c'est pas un sujet ISPS, que sais-je. C'est un sujet au niveau national, et c'est piloté par le gouvernement anglais, et on va le faire en France, il n'y a aucun problème, parce qu'on n'est pas plus mauvais, mais se dire comment j'établis ces écosystèmes, ces règles, pour pouvoir, au bénéfice de chacun, générer plus de croissance grâce au numérique. Donc c'est une ambition, vous voyez, qui va au-delà de l'open banking pur, qui est comment on participe tous et comment chacun va récupérer, j'allais dire, une part du gâteau de cette croissance qui, naturellement, va être générée par le numérique. Donc ces principes vont être étendus petit à petit. On a parlé de l'Open Banking Group Open Banking Working Group en Angleterre, mais derrière ça c'est sous CMA et la Banque d'Angleterre et le gouvernement en fait le trésorier qui a vraiment pour objectif de vraiment créer plus de croissance. Donc ce sont des règles plutôt que de s'opposer. Si on va collaborer, mais en mettant des standards, des garde-fous. Donc ça peut être en France, ça peut très bien être la CPR qu'on a vue, ça peut être la Caisse des dépôts et consignations, ça peut être que sais-je, mais en tout cas c'est sous la tutelle d'un gouvernement, une autorité supérieure. Donc voilà l'ambition qu'il y a sur l'étape suivante, qui est après l'open banking, qui est participer tout à chacun à la croissance, à la gestion d'emploi. Et ça, c'est une initiative qui est aussi au niveau européen, structuré. On a parlé de PSD2, on a parlé de GDPR, on a parlé de cybersécurité NIS. C'est mis sous un chapeau qui s'appelle le Digital Single Market, qui a justement pour objectif de créer de la confiance, de la connectivité au service de la croissance et de l'emploi en Europe. Bon, merci Richard. Je pense que le cap est fixé. On parle de création de valeur. Donc, on ne parle pas d'une exigence réglementaire. On parle d'une création de valeur à destination d'un client, d'une entreprise, d'une économie nationale. Je pense que c'est les trois axes qu'on a essayé de développer avec vous pendant ce petit quart d'heure. Je vous invite à venir nous contacter à la pause. Je pense que nous sommes à peu près dans les temps et que si vous avez toute question, n'hésitez pas à vous adresser à Richard ou moi-même. À tout de suite. Merci à vous.